Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Voici les titres de votre journal. Journal que nous commencerons au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a présidé hier lundi l'audience de prestation de serment du président de la toute nouvelle Cour des comptes, professeur Kanvali Diomandé. Quelles sont ses missions? Vous le saurez dès le début de cette édition. Dans ce journal également, je vous ferai découvrir les femmes braiseuses de poissons de Béoumi, des femmes qui font le bonheur des populations avec leurs poissons braisés d'eau douce de la localité. Vous entendrez même le témoignage de Mossandje, la première femme braiseuse de poissons de Béoumi. Puis nous irons en Afrique du Sud où le Parlement a annoncé dimanche qu'il allait étudier cette semaine la procédure de destitution de Jacob Zuma. Le mois dernier, la Cour constitutionnelle a ordonné au Parlement de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier lundi au palais de la présidence de la République l'audience de prestation de serment du président de la Cour des comptes, professeur Kanvali Diomandé. La Cour des comptes, qui, je le rappelle, est une institution essentielle et importante du dispositif de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Retour sur cette cérémonie de prestation de serment avec Viviane Haïm. S'il existait auparavant une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, la Constitution de la Troisième République abroge cette disposition et instaure désormais une Cour des comptes, qui est une institution à part entière au même titre que toutes les autres institutions de la République et dont la mission est de contrôler la gestion des fonds publics. Tout premier président de cette nouvelle institution, Kanvali Diomandé, nommé par décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2015-494 du 7 juillet 2015, déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, décrète. Article 1er. M. Kanvali Diomandé est nommé président de la Cour des comptes. Nommé par décret présidentiel, le président de la Cour des comptes doit, avant d'exercer sa charge, prêter serment, puis être installé officiellement dans ses fonctions. C'est l'objet de l'audience de prestation de serment qui s'est déroulée ce lundi 8 janvier au palais présidentiel en présence de l'ensemble du gouvernement et présidée par le président de la République lui-même en sa qualité de chef suprême de la magistrature. C'est devant lui que le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a été invité à prêter serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune... Intervenant à la suite, le président de la République a situé sur l'importance que revêt l'avènement d'une Cour des comptes. Auparavant, il existait une chambre des comptes au sein de la Cour suprême. Mais comme il l'a souligné, l'instauration désormais d'une Cour des comptes est un saut qualitatif dans la gestion des finances publiques. La Cour des comptes est désormais l'institution supérieure de contrôle des finances publiques dans notre pays. À ce titre, et je cite la Constitution, en son article 152, la Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant d'une aide de l'État ou d'une autre personne morale de droit public et de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. Avec la mise en place de la Cour des comptes, nous faisons donc un saut qualitatif dans l'histoire de la juridiction financière en Côte d'Ivoire. Puis exhortant le premier responsable de l'institution à s'investir dans sa tâche et lutter efficacement contre le gaspillage et le détournement des finances publiques, le président de la République a installé officiellement le président Kanvali Diomandé
dans ses fonctions. Je n'ai aucun doute que vous exercerez vos fonctions dans la rigueur, l'équité et la justice. Pour ma part, je voudrais vous assurer de toute ma disponibilité pour faciliter votre mission dans le respect des prérogatives respectives des institutions de la République, tout en vous renouvelant mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous déclare installé dans vos fonctions de président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire a reçu les félicitations du président de la République, du vice-président, du Premier ministre, les félicitations de son épouse et ses enfants. Heureux et ému, la presse lui a arraché quelques impressions. C'est une satisfaction personnelle, mais c'est surtout une grande satisfaction pour mon pays, parce que la Côte d'Ivoire est quand même un des pays leaders de l'UEMOA et qu'elle est maintenant une Cour des comptes au même titre que la plupart des autres pays, ça ne peut que faire la fierté de tout Ivoirien. Dernière formalité protocolaire, les honneurs militaires rendus par la garde républicaine au président de la Cour des comptes. Le tout premier président de la toute nouvelle Cour des comptes est donc professeur Kanvali Diomandé. Qui est l'homme et quel est son parcours? Abou Sanogo nous dresse ici son portrait. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie de prestation de serment en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Diomandé Kanvali a été recruté en 1982 en qualité d'assistant à la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan. En 1984, il est recruté en qualité d'enseignant-chercheur au CIRES. En 1985, il est affecté au projet Banque mondiale, piloté par le CIRES et intitulé Les incitations et coûts réels en devises dans l'industrie agroalimentaire ivoirienne. De 1987 à 1992, Diomandé Kanvali est délégué dans les fonctions de maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, nommé ensuite chef du programme d'animation scientifique du CIRES. Il a occupé d'autres fonctions de 1993 à 1997. 1990, Université de Rennes 1 en France. Thèse de doctorat de l'Université de Rennes 1, intitulée Politique et stratégie pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Un essai. Vice-président de la Cour suprême, président de la Chambre des comptes d'avril 2014 à février 2017, membre du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, pour un mandat de 5 ans, allant du 1er juin 2010 au 30 mai 2015. Membre du conseil d'administration du groupe de la Banque islamique de développement pour le compte du groupe A3, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone. Magistrat hors hiérarchie. Conseiller à la Chambre des comptes de la Cour suprême de juillet 2012 à avril 2014. Diomandé Kanvali est officier du mérite de l'ordre de l'éducation nationale. Officier de l'ordre national, il est marié et père de 3 enfants. Et voilà ce que l'on pouvait dire de la nomination de professeur Kanvali Diomandé en tant que premier président de la Cour des comptes. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires connaît depuis septembre dernier une innovation, une nouvelle stratégie mise en place pour mieux servir les populations. Et pour assurer ce meilleur service, les responsables du GSPM ont décidé d'être plus proches des habitants de Côte d'Ivoire. Depuis 4 mois déjà, les sapeurs-pompiers militaires expérimentent une idée qui semble bien fonctionner. Des agents de secours, des engins de secours sont prépositionnés dans plusieurs de nos communes qui n'abritent pas de caserne. Et d'après le colonel Issa Sako, les résultats sont appréciables. Reportage Christ Diomandé dans un commentaire de Grace Kando. Le camp commando d'Abobo, le commissariat du 30e arrondissement de Cocody, la base à BAE de Yopougon et le centre pilote de Port-Boué sont les nouveaux sites de positionnement des engins de secours des sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Une stratégie qui vise à se rapprocher des populations et à réduire le temps d'intervention. On a constaté que les temps d'intervention devenaient de plus en plus longs à cause des embouteillages sur la route. Et il y a des zones qui sont totalement dépourvues en secours. Pour pallier
à cet état de fait, nous avons été amenés à prépositionner sur certains sites des engins de secours à mesure de répondre plus rapidement aux demandes qui sont faites. C'est ainsi que nous avons positionné des engins à Bobo, aux environs du camp commando, pour pouvoir intervenir dans la zone d'Abobo et même jusqu'à Anyama, à Yopougon au niveau de la BAE, parce que notre caserne de Yopougon est au toit rouge, donc les engins propositionnés à la BAE peuvent intervenir très rapidement sur la voie express Yopougon à Djamé et raccourcir les délais d'intervention aussi bien dans la zone industrielle. Du côté de Cocody, nous nous sommes prépositionnés au 30e arrondissement pour pouvoir gérer toute la zone de la 7e, 8e, 9e tranche. Et à Marcory, un engin a été prépositionné à Port-Boué, au centre pilote de Port-Boué, en mesure d'intervenir plus rapidement sur la voie express qui va à Grand-Bassam et dans la zone de Port-Boué. Au cours de notre reportage, nous avons pu constater l'efficacité de cette stratégie suite à un accident de la circulation sur l'axe express Abobo-Agamé. L'équipe déjà installée au camp commando d'Abobo a pu se déployer sur les lieux pour secourir les accidentés en un temps record. L'accident, en tout cas, c'était un peu grave. Quand ça s'est passé net, quand après net, ils sont arrivés net. On dit, Dieu merci. L'efficacité a été vraiment énorme parce qu'ils ont été rapidement sur les lieux pour pouvoir évacuer les blessés. Donc vraiment, c'est un effet à encourager. Dès que l'accident s'est passé, on m'a appelé directement que ton femme a fait accident. Donc ça à la maison, j'ai déplacé un taxi-compteur. Il faut que j'arrive devant les sapeurs-pompiers. Malheureusement, dès que j'arrive seulement, voici les sapeurs-pompiers. Comme ils ont fait aussi les sapeurs-pompiers à Bobo aussi, vraiment, on est très très contents. Une initiative que le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires entend élargir à l'ensemble du district d'Abidjan. Nous envisageons d'amplifier ces sites-là. Il y a des acquisitions qui sont en cours. Donc dès qu'elles seront faites, nous allons trouver d'autres sites de prépositionnement pour encore raccourcir les délais d'intervention. La protection civile est une des attributions des maires. Donc c'est à eux de mettre en place ces casernes et nous allons apporter notre expertise, nos hommes et pour le compte du ministère de la Défense, prendre en charge la protection civile dans la zone concernée. Plus de 1500 interventions ont été effectuées de septembre à décembre 2017 grâce à la nouvelle stratégie mise en place par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Des numéros ouverts 24 heures sur 24 sont à la disposition des populations. Ce sont le 20 28 21 09 ou le 01 80 13 28. Reportage signé Christ Diomandé et Grace Kando. Le commandant Jean-Noël Abbaye était hier face au juge pour répondre des faits de complot contre l'autorité de l'État. Ce militaire fidèle de l'ex-président Laurent Gbagbo est soupçonné avec une dizaine d'autres prévenus d'avoir fomenté un coup d'État contre le président Alassane Ouattara en 2012. Ce mardi, le procès se poursuit avec les autres prévenus et les plaidoiries ainsi que le verdict devrait être connu jeudi. Abou Sanogo était hier au palais de justice pour RTI. Le commandant Jean-Noël Abbaye à la barre ce lundi. Poursuivi pour des faits de complot contre l'autorité de l'État, l'ex-patron du groupement d'escadron blindé de la gendarmerie nationale a nié son implication dans l'attaque contre la caserne de gendarmerie d'Agban. Mieux, il a indiqué que jamais il n'a eu l'intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire.
Jean-Noël Abbaye a également souligné que les actes qui lui sont reprochés n'ont jamais été orientés contre les autorités actuelles. Concernant la vidéo qu'il a faite, selon lui, c'était pour empêcher un coup d'État qui était en préparation par une plateforme de militaires en exil. Après son audition, le procès a été renvoyé à demain mardi pour entendre les derniers co-accusés. Le commandant Jean-Noël Abbaye et 11 sur 15 autres co-accusés sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. Intéressons-nous à présent aux femmes braiseuses de poissons de Béoumi. Elles sont une dizaine et elles font bien le bonheur des populations sur place. Le poisson est prisé à Béoumi, encore plus quand il est braisé, au point où il se déguste de jour comme de nuit par une clientèle aussi variée qu'importante. Du simple élève au plus grand cadre de la ville, en passant par les travailleurs, moyens et autres voyageurs, tous affectionnent le poisson braisé d'eau douce de Béoumi. Mosandje, elle, est la première femme braiseuse de poissons de Béoumi. Elle profite aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Nos confrères de RTI Boaké l'ont rencontrée. Elle parle de son grand amour pour ce métier qu'elle a embrassé il y a près de 40 ans déjà. Il est 9h au marché de Béoumi, le long des ruelles, des poissons frais en cuisson sur des fourneaux de circonstance. Bienvenue au royaume du poisson braisé. Ici, pas besoin de grands moyens. Cadres, petits travailleurs, élèves, voyageurs, tous peuvent savourer le poisson braisé d'eau douce. C'est la journée, en fait, les femmes braisent le poisson à Béoumi. C'est bien fait. En tout cas, je tire mon chapeau aux dames. La particularité du poisson de la journée à Béoumi, c'est la différence de prix là qui fait. Ça part de 1000 francs à plus. Comment le poisson la braise, on se sent à l'aise. Principaux acteurs du commerce du poisson braisé, les femmes pour assurer leur autonomie. Mais comment cette activité généralement pratiquée la nuit a-t-elle pu s'imposer de jour à Béoumi? Rencontre avec Mosandje, aujourd'hui à la retraite, c'est la première braiseuse de poisson d'eau douce. Avant, quand j'étais à Yamsokro, je faisais hôtel. Il y a un monsieur, quand il va faire ses campagnes de députation, il allait nous chercher de venir lui aider. On allait au marché, j'ai vu des poissons, il y a tas de poissons. J'ai dit à ma grande soeur, les femmes ne font pas poisson la braise, je m'avais fait. Encore dans l'informel, mais sous l'impulsion de Mosandje, le poisson braisé de Béoumi a pu enrôler bien d'adeptes. Aya en fait partie. Depuis 1992, c'est presque ici, dans ce marché, qu'elle se réveille. Un exercice certes difficile, mais rentable. Depuis 1992, j'ai fait mon poisson toujours. Mon poisson aussi m'a donné beaucoup de bénéfices. Grâce à ce poisson, j'ai gagné mon petite maison. C'est dans ça que j'ai mis mon enfant à l'école. Au moins un quart de siècle que dure le commerce du poisson braisé d'eau douce de Béoumi. Et les clients de Mosandje, Aya et les autres se comptent par milliers. Que de services rendus. La tante Mosandje, en tout cas, elle a été la pionnière ici. On la connaît tous. On était tous des jeunes. Autant de nos années collège, des années 84. Les élèves qui viennent fréquenter à collège modèle de Béoumi, chez moi, ils viennent manger. Avant-hier, il y a un monsieur qui est venu me chercher. Juste, il nous a trouvé au champ là-bas. Il allait me remercier. Le poisson braisé de jour, une réputation pour Béoumi. D'autres villes pourraient expérimenter cette activité. Ce serait une aubaine pour promouvoir les richesses culinaires, encore qu'il s'agit de garantir l'autonomie financière des acteurs. C'était un reportage de Alain Essois et Léon Brou. Dans le domaine de la santé, le gouvernement accentue la lutte contre le VIH-Sida. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné récemment des stratégies au corps préfectoral, directeurs régionaux et directeurs départementaux de santé pour lutter contre la pandémie. C'est dans le cadre de l'enquête d'évaluation de l'impact du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. L'objectif étant de passer de la prévalence de 3,7 en 2012 à 1% en 2020. La formation de ces autorités a eu lieu hier, ici même à Cocody, en présence de notre reporter Ami Sissoko. Adapter les besoins des différents services liés au VIH-Sida. Passer de la prévalence de 2,7% à 1% en 2020. Des raisons qui expliquent la mise en place du projet d'évaluation de l'impact des programmes de lutte contre le VIH-Sida, dénommé SIFIA.
projet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une fois que nous on aura terminé l'enquête et qu'on aura les résultats, ces résultats-là seront reversés au gouvernement de la Côte d'Ivoire. On va pouvoir réorienter le financement ou augmenter les financements si besoin, et on va pouvoir mieux cibler les populations qui ont réellement un besoin dans le cadre de la lutte contre le VIH. Aidez-nous à convaincre nos communautés à accueillir les enquêteurs. Nous avons en effet besoin de leur adhésion, quand sans eux, les résultats ne pourront être atteints. C'est ensemble que nous devons bouter le VIH loin de nos frontières. Le CIFIA est une enquête nationale menée auprès de plus de 27 000 personnes âgées de 0 à 64 ans à travers 11 600 ménages. Cette enquête inclut également des analyses biologiques. Pour des résultats efficients, le corps préfectoral, les directeurs régionaux et départementaux de santé sont sollicités. On va inviter les médecins aussi des centres de santé urbains, les sages-femmes et les infirmiers responsables des services sanitaires et aussi les responsables des communautés pour leur expliquer aussi ce que vous nous expliquez ici. C'est quoi l'enquête CIFIA, quel est son objectif et qu'est-ce qu'elle va apporter. Il s'agit d'un domaine très sensible. Le sida connaît le statut sérologique de chacun. Les gens ne sont pas toujours prêts à accepter cela. Donc il faut faire une sensibilisation qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps. C'est les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. Le projet CIFIA bénéficie de l'appui technique de l'Institut national de la statistique et du soutien financier du gouvernement des États-Unis. Ce projet d'évaluation de l'impact du VIH-Sida se déroule dans 14 pays en Afrique. Et toujours au chapitre santé de ce journal, après le succès de la phase expérimentale de la CMU lancée dans le dernier trimestre de l'année 2017 avec les étudiants, l'opération d'enrôlement s'étend maintenant à toutes les populations. Hier lundi, la Caisse nationale d'assurance maladie a déposé ses valises à l'École nationale de douane. Selon le directeur général de la CNAM, l'enrôlement biométrique est important parce qu'elle va permettre d'éviter la fraude. Le directeur général des douanes, lui, a indiqué que ses services sont disposés à accompagner ce projet cher au président de la République. Un mot d'agriculture dans ce journal et c'est à Boaké que je vous conduis pour parler du bilan du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation. Le bilan du Propacom au titre de l'année 2017 a fait l'objet d'une rencontre dans la capitale de Boaké et ce bilan-là, il est jugé moyen. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Travaux de la deuxième session du comité d'orientation et de pilotage du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom et Propacom Extension Ouest. À cette occasion, la coordonnatrice et son équipe se sont attelés à faire le bilan des activités au titre de l'année 2017 et présenter la planification des activités 2018 au comité d'orientation et de pilotage qui est l'organe principal de validation des budgets annuels du Propacom. Nous sommes à la fin du projet et nous avons des aménagements que nous allons livrer avant le 31 mars 2018. Et donc au niveau de la convention, nous avons une grosse convention avec le BNET pour réhabiliter tous les aménagements qui sont prévus. Cette session a enregistré la participation des préfets, des régions et des directeurs régionaux de l'agriculture. Le préfet de la région du Tonkoui, préfet du département de Man, dit s'être bien enrichi de l'expérience des autres régions qui abritent le projet. Les lourdeurs administratives et tout ça a amené certains blocages. Donc je pense qu'il va falloir améliorer ce point-là pour permettre au Propacom Ouest de s'exécuter dans de très bonnes conditions. À cette deuxième session du comité d'orientation et de pilotage du Propacom, le bilan de l'exercice 2017 est jugé moyen. De retour ici à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. Ici, dans la métropole, il n'est pas rare de voir à droite et à gauche des enclos domestiques où l'on élève des ovins. Pour la plupart, ces élevages de type domestique sont tenus par des nationaux qui ont acquis le savoir-faire en matière d'élevage d'ovins. Une activité pratiquée dans l'informel, mais qui réussit bien aux acteurs, même s'ils ont besoin d'encadrement pour prospérer. Que prévoit donc l'État pour cela? La réponse avec Mahama Traoré. L'histoire de Mohamed Fadiga est celle d'un revendeur de véhicules converti en éleveur passionné. Chaque année, après la fête de Tabaski,
Il achète des bêtes de petite taille restées invendues, les élève pour ensuite les revendre à la même période l'année suivante. 1 an de labeur, mais la stratégie s'avère payante. Mohamed arrive toujours à écouler la totalité de son troupeau avec un atout, la taille des béliers. Et cela dure 10 ans pour cet éleveur installé dans la commune d'Atekoubé. Je me suis renseigné, je vais chez les vétérinaires, ils me montrent comment il faut injecter un mouton, tout ça là-bas. Et là où je dis Dieu merci, tous mes moutons, c'est moi-même, je m'occupe d'eux, je fais tout. Entreprendre sans formation préalable. La formule ne sourit pas à tous les passionnés d'élevage d'ovins. C'est le cas d'Ahmed Traoré. N'ayant pas les moyens d'assurer un suivi vétérinaire à ses bêtes, ce commerçant de profession a failli abandonner dès ses débuts. J'ai perdu à peu près un trou de 39 têtes de moutons. Hein. Bon, là, finalement, j'avais pris un coup. J'ai même dit que non, bon, j'ai jeté l'éponge, que j'allais plus continuer. Voilà. Mais finalement, j'ai vu ça aller 2 jours, 3 jours. J'ai déjà au moins l'affection que j'ai pour ceux-là, l'amour que je ressens pour eux, je ne peux pas. Installé en plein cœur d'Abobo PK18, le petit enclos d'Ahmed jouxte son lieu d'habitation. Le propriétaire des lieux a bien voulu lui faire cette concession, histoire d'occuper la parcelle. En plus d'acheter, entretenir et revendre, Ahmed mise également sur la reproduction des ovins pour agrandir son troupeau. Au nom de sa passion pour les bêtes, les bénéfices ne sont pas pour l'heure une priorité. À 2 mois de tabaski, je n'achète plus de moutons. J'ai fait un point, j'ai investi à peu près 1 million. Si je gagne 300 000 à 400 000 ou 500 000, les dépenses, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je suis avec mes amis. Voilà, quand tu as l'amour de quelque chose, il ne faut pas tenir compte de tes dépenses. Après 2 années d'activité, Ahmed vient d'étoffer son parc de 5 veaux. C'est dire que l'activité est rentable. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans ce type d'élevage domestique en zone urbaine. L'engouement et le potentiel qu'il regorge n'échappent pas au ministère des Ressources animales et halieutiques. Pour 2018, il est annoncé la mise en œuvre du projet de relance de l'élevage des petits ruminants. La particularité de ce projet, c'est d'installer ou bien de renforcer en termes d'animaux et de suivi technique ceux qui possèdent déjà un élevage ovin. Celui qui a peut-être 20, 30 ovins, chez lui à la maison ou dans un parc, il sera aussi concerné par ce projet. En 2016, la consommation nationale de viande ovine s'élevait à 23 000 tonnes. 61% de ce chiffre, soit environ 15 000 tonnes, est assuré par la production nationale. Le gouvernement espère pour sa part réduire le gap avec le projet de relance de l'élevage des petits ruminants, réduire le gap, mais aussi la dépendance vis-à-vis de l'importation. Et là, on change complètement de sujet. L'Union des professionnels des médias et la communication de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit de Ben Kader Kourouma, journaliste indépendant désigné à l'unanimité par la direction de l'UPMCI. C'était à l'issue du 3e congrès ordinaire de l'instance, congrès tenu donc le week-end dernier à la Maison de la Presse au Plateau. Amadou Ouattara Walter. Le renouvellement des instances de l'Union des professionnels des médias et de la communication de Côte d'Ivoire, UPMCI, au centre de son 3e congrès ordinaire. Congrès tenu le samedi dernier à la Maison de la Presse d'Abidjan, au Plateau. À l'issue, Ben Kader Kourouma, journaliste indépendant et responsable d'une structure de communication, a été plébiscité. Il préside désormais les destinées de l'UPMCI pour une durée de 3 ans. Ben Kader succède ainsi à Rachinguessan Kwasi. Mes priorités, c'est la formation, c'est les séminaires, c'est le professionnalisme vrai. Il faut rassembler tout le monde. C'est-à-dire que les infographes, les imprimeurs, les chargés de communication des institutions, les journalistes, les techniciens des radios et autres, nos amis de la presse en ligne, dans le même moule pour aller l'avant. Créée en février 2008, l'Union des professionnels des médias et de la communication de Côte d'Ivoire est située pour l'instant à la Maison de la Presse d'Abidjan. Cette union revendique plus de 4000 membres pour environ 50 corps de métier répertoriés du secteur de la presse écrite et des médias audiovisuels. L'actualité internationale en bref et en images. En Afrique du Sud, le Parlement a annoncé ce dimanche qu'il allait étudier cette semaine la procédure de destitution du président de la République, une procédure qui pourrait viser le très controversé Jacob Zuma. Le mois dernier, la Cour constitutionnelle, plus haute instance
juridique du pays a ordonné au Parlement de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président. Et puis l'administration américaine a annoncé hier lundi 8 janvier qu'elle ne renouvellerait pas le programme mis en œuvre en 2001 qui a permis à 200 000 Salvadoriens de résider et travailler sur le sol américain. Mais elle donne jusqu'en septembre 2019 aux concernés pour quitter le pays. Et Donald Trump poursuit ainsi sa politique de limitation de séjour des étrangers aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur notre antenne.